le résident est content, l'enfant, ça lui fait un immense bien aussi. Donc, il y a une bulle thérapeutique pour nos résidents, une bulle éducation pour nos enfants, parce qu'ils apprennent d'autres choses et ça leur fait du bien de sortir. Dans ce cas-là, on inverse la tendance. On devient, nous, une place du village et on fait venir le monde chez nous. Et c'est un peu ça le délire de la maison à vivre. Et il y a un mot que j'utilise souvent, c'est que ça crée du dérangement. Et ce dérangement, il est hyper bénéfique pour des résidents. Et aujourd'hui sur Abloc, j'accueille Laurent Boucro. Salut Laurent. Salut, merci. Merci à toi d'être avec nous. Donc Laurent est directeur de l'EHPAD Les Jardins d'Haïti depuis 2009. C'est un EHPAD familial qui est dans ta famille depuis 1951. On va y revenir, mais moi je trouve que l'histoire de cet EHPAD elle est totalement fascinante. Et donc merci beaucoup de venir nous en parler, puisque tu vas nous raconter comment tu as transformé cet EHPAD familial en une maison à vivre intergénérationnelle qui est non seulement un EHPAD, mais aussi une crèche, un espace de coworking, un lieu dans lequel on donne des cours de musique, un restaurant ouvert sur l'extérieur, une résidence étudiante. Et donc, on va revenir sur cette histoire absolument fascinante que du coup, tu as portée. Donc Laurent, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton parcours et comment tu es arrivé du coup à la direction de l'EHPAD ? Bien sûr. D'abord, merci beaucoup. Merci de me permettre de parler de ce projet qui me passionne clairement et en lequel je crois beaucoup. Donc je m'appelle Laurent Boucro, je dirige effectivement la maison à vivre et non plus l'EHPAD Les Jardins d'Haïti, parce qu'aujourd'hui on assume pleinement et on en parlera, mais voilà, on a vraiment gommé le mot EHPAD et ça a toute son importance, donc on y reviendra. Ça fait effectivement une quinzaine d'années. J'ai repris mes études en 2009 effectivement parce qu'il y a un tas de diplômes à avoir pour être directeur d'EHPAD. Il faut un master 2 de management d'établissement de santé, etc. Donc c'était un peu rigolo parce que j'arrivais de 8-10 ans de prof de ski, donc j'avais carrément dérapé du parcours familial et ce qui était génial parce que ça m'a appris plein d'autres choses et du coup c'était un peu chaud parce que voilà, revenir dans le monde de la fac et tu vois, je me retrouvais un peu presque des fois je me disais attends, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, et puis voilà, donc ça a duré 3 ans, donc 3 ans d'études dans lesquelles pendant lesquels tu travaillais aussi à l'EHPAD en parallèle ? Oui, voilà, j'étais comme un peu stagiaire. J'ai commencé par des petites missions, etc. Avec mon père qui était complètement à mes côtés, mon père que j'adore et avec qui on est très liés sur notre façon de penser. Donc d'ailleurs, on verra, moi j'ai effectivement innové sur pas mal de trucs, mais j'arrive sur ce milieu avec quand même des bases, et je vais dire notamment des bases humaines, qui sont exceptionnelles. Et là, je suis un chanceux héritier d'une famille, d'une arrière-grand-mère avant tout, qui nous a donné des valeurs de partage. Tu vois, il y avait cette volonté d'aider les autres, de passer du temps avec les autres, de parler avec les gens. Et ça, on l'a gardé dans la famille. Et justement, je suis un héritier de ça. Et je pense que c'est un outil qui est très puissant dans nos métiers du soin, mais dans la vie de tous les jours, Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu la vie de cette du coup maison à vivre ? On se parle d'une création en 1951 et en plus une aventure qui est restée dans la famille depuis 4 générations. Comment ça s'est passé entre 1951 et ton arrivée à toi entre 2009 et 2012 ? Ok. Alors en fait, comme je disais, il y avait une base humaine. Donc depuis toujours, cet EHPAD, et il y en a eu même plusieurs à un moment donné, parce que c'est une asso qui a été créée par mon arrière-grand-mère en 51. Okay. À Marseille. À Marseille. Et sans le savoir vraiment, elle a créé un lieu d'accueil pour personnes âgées, mais à l'époque, tu vois, on était en 50, les EHPAD n'existaient pas, les maisons de retraite n'existaient pas, on appelait ça peut-être des hospices, et encore, je sais pas. Donc la première version, c'était une maison avec des couvents, un couvent, avec des dortoirs de 6 places, donc tu vois un peu le délire. Donc en termes d'hôtellerie, on n'y était pas vraiment. D'accord, okay. Par contre, l'envie déjà de dire, il y a des gens qui sont en galère, notamment des personnes qui vieillissent et qui... je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était... Tu sais, on vieillissait beaucoup à domicile, parce que tu avais les familles qui étaient là, les enfants gardaient leurs vieux à la maison.
Sauf que c'était peut-être un peu le début de la nouvelle ère où certaines personnes vieillissaient seules. Et c'était le créneau de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. C'est ces gens-là qu'elle voulait aider, entre autres. Donc elle a créé cette première version de la maison de retraite sous forme associative, qui est toujours restée associative. Donc c'est important de le noter aussi, parce que c'est des valeurs particulières, une asso. Il y a la notion de non lucratif. Donc c'est vraiment de dire, OK, si on gagne de l'argent, on le réinvestit pour faire mieux pour nos usagers. J'aime bien ces valeurs-là. Et puis moi, en tant que directeur, ça me permet aussi d'avoir une certaine élasticité dans ce que je fais, beaucoup plus que si j'avais des actionnaires au-dessus, quoi. Voilà, donc petite parenthèse sur l'asso. Et puis là, l'histoire a suivi son cours pendant quelques décennies avec mon grand-mère, mon grand-père, mon père qui est arrivé dans les années 85-90. Et lui, ça a été un peu le premier de la bande à rajouter, au-delà des valeurs humaines qui étaient présentes depuis toujours, une notion de vie au-delà du soin. Il s'est dit, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu d'animation dans notre maison de retraite, qui est un peu tu vois, un peu molle, quoi, un peu en termes d'ambiance, et du coup, les gens s'ennuient, il se passe pas grand-chose. Et encore une fois, aujourd'hui, ça peut paraître débile, parce qu'il y a des animateurs partout, et parler d'animation en EHPAD, c'est complètement norme, logique, voilà. Mais à l'époque, en 85-90, ça se faisait pas beaucoup, pour ainsi dire très peu. Et donc, il y avait que des équipes soignantes ouais, t'avais que des soignants. Restauration, exactement. Etc., mais assez peu d'animation. Il y avait quasi pas d'animation. Il y avait des intervenants qui venaient de temps en temps. Et lui, il s'est dit, on va prendre un animateur à temps plein. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on veut mettre vraiment de la vie et de la rigolade au sein d'un lieu qui n'est pas prévu sur le papier, parce que c'est un lieu, surtout encore une fois en 85-90, on est encore sur on sort de l'hospice, mais on est encore quand même sur un truc pas très fun, quoi, tu vois. Lui, il se dit, allez, on va rajouter du fun. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé le Club Med. Il a dit, voilà, si vous avez un animateur de chez vous qui a plus envie de faire animateur au Club Med, donc tu vois comment il a dû passer vraiment pour un fou, quoi. Et en fait, le Club Med dit, écoutez, OK, on prend note et tout. Et quelques mois après, il le rappelle, on a quelqu'un qui est tenté par votre projet, qui est touché par l'envie de faire quelque chose. Lui, il a fait son temps au Club Med, il a envie de faire autre chose et tout. Et de là est arrivée l'innovation, je vais dire... humaine au sens animation, rigolade, et donc c'est le premier à avoir franchi un cap, tu vois. Allez, on casse les codes, on va un peu chercher de la rigolade, du bien-être. Voilà. Et donc ça, c'était dans les années 90. Il s'est passé 20 ans grosso modo, pendant lesquels il a foncé dans ce sens. Donc en fait, c'est devenu une maison où il y avait plein d'animations. Des activités, des animations. Et du coup, en fait, c'est bien parce que tu as plein de trucs qui arrivent logiquement derrière. Tu vois, la restauration, elle a pris un cran aussi, parce qu'il s'est dit, mais du coup, si on pense vie, plaisir, on peut plus continuer à manger juste, tu vois, ce qu'on mangeait peut-être à l'époque, j'en sais rien, j'étais pas là pour le dire, mais j'imagine que c'était pas fou. Donc il a eu des grands axes comme ça de progression. Qu'on pourrait en fait synthétiser en disant il s'est intéressé au-delà du soin, en se disant que finalement le bien-être de la personne faisait partie aussi du soin. Voilà. L'expérience dans son ensemble, en fait, de la vie exactement. La maison de retraite. Mais pour autant, c'était déjà génial, mais il était resté focus sur le résident. Et accessoirement la famille, mais tu vois, on était encore sur ce triptyque résident, famille, soignant. Et dans une maison relativement fermée, où on y trouve des personnes âgées, en fin de vie. Alors ça veut tout dire et rien dire ce terme, mais voilà un peu le paysage de l'époque. Et quand je suis arrivé, moi j'ai mis du temps, parce que cette fermeture-là, finalement, un peu de ne pas avoir d'autres gens, et il me manquait un côté joyeux. Même s'il y avait déjà toute cette avancée qui était faite, il y a un truc qui ne m'allait pas. Et je venais pas au boulot avec plaisir. Je trouvais que c'était triste. Je trouvais que les salariés étaient
pas très heureux. En termes d'équipe, c'était combien de personnes? Toi, quand tu arrives, combien de résidents, combien d'équipes? Alors, ça n'a pas vraiment... Ouais, on a un peu grandi, mais en gros, c'est 90 résidents. Ok. Et c'était 40 salariés. Aujourd'hui, c'est 50. Voilà. Ok. Voire 45, 55. 45, 55, ok. Ouais. Donc là, tu te dis... moi, ça me plaît pas. En fait, ça me plaît pas. On va être honnête, ça me plaît pas. Sachant qu'encore une fois, donc, j'arrive, moi, de 8 ans de sport, de travail dans le sport. Donc, c'est vraiment l'extrême inverse, en fait. C'est le plaisir, la rigolade en permanence. Les gens, moi, mon public, c'était des gens qui étaient en vacances, qui venaient apprendre à skier, tu vois. Donc, il y avait un côté de transmission par la rigolade, par le sport, par le plein air, ouais, c'est clair. Ouais. D'un coup, tu arrives là, tu dis waouh, c'est dur, quoi. C'est dur. Et en même temps, c'est encore plus gratifiant si on arrive à faire quelque chose, parce que d'aider quelqu'un qui vient apprendre à skier, c'est génial. D'aider quelqu'un qui est en galère dans la vie au niveau de la santé, et dans mon credo à moi, quelqu'un qui vieillit, c'est encore plus gratifiant, parce qu'en fait, c'est encore plus beau d'arriver à lui amener un peu de bonheur, sauf que c'est très dur. Et moi, c'est ça qui m'embêtait, tu vois, c'est que il y avait un truc pas logique. Et il y a un truc qui depuis toujours m'interpelle, c'est les enfants. Moi, ça a été ma première approche qu'on va appeler hors norme, parce que je voyais bien que des rares moments où une famille se permettait de faire l'entorse au règlement, tu vois, c'est pas quand nous on accepte les enfants, mais dans leur règlement à eux de vie normale, ils venaient pas avec les enfants. C'est quelque chose qui n'était pas envisageable, parce que le lieu n'était pas prévu pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ils le faisaient, tu voyais... On voyait un truc. Ouais, ok. Tu avais un enfant qui passait. En plus, il se passait un truc, c'est que tu avais beaucoup de monde à l'accueil, qui était un peu la pièce centrale. Et finalement, c'est rigolo, mais j'ai pas capté au début. Mais je me dis, mais pourquoi ils sont tous là? Alors qu'il y avait déjà des animations et tout. On avait quand même passé déjà un cap. Hein. Mais en fait, ils étaient là où il y avait de la vie. Et la seule vie, entre guillemets, extra EHPAD qu'on pouvait trouver, c'était à l'accueil, parce que tu avais un livreur, tu avais un enfant de temps en temps, une famille qui venait se renseigner. Tu vois, et les gens étaient recentrés sur cette zone-là. Ouais. Et je voyais donc bien l'enfant qui passait, je voyais bien que d'un coup, tu as tout le monde qui s'éveillait un petit peu. Et je m'étais assez vite dit, je pense que c'est en 2012, donc en fait, moi, j'ai pris les rênes concrètement en 2012. Ton père continue à travailler avec toi à ce moment-là pendant un moment, okay. Pendant combien de temps? Jusqu'à maintenant, en fait. On ne s'est jamais lâché, parce qu'après, on en reparlera, mais on a grandi un petit peu, on a créé un deuxième EHPAD avec mon frère et mon père. Et du coup, il y avait besoin d'une structure un peu mère qui puisse gérer toute la paye, la compta, etc. de ces deux EHPAD, pour nous laisser, nous, directeurs, les mains libres pour faire du terrain. Donc c'est génial, parce que du coup on bosse en famille encore. Bon là mon père il part à la retraite, ça fait 3 ans qu'il doit partir, mais tu sais, il lâche rien. Mais il est là, il se régale à être là, et puis voilà, et puis le terrain est tellement cool aujourd'hui que c'est vrai qu'il prend du plaisir à venir, tu vois. En fait, il y a tout qui va bien là-bas, donc il se fait plaisir, et c'est beaucoup de bon temps qu'on passe en famille. On a moins envie de s'arrêter dans ces conditions. Exactement. Donc toi tu captes... Moi je me dis, ok, il y a un truc peut-être, c'est ça. Il y a un truc, c'est les enfants. À l'époque, j'ai aucune donnée sur rien. Puis en 2012, on n'a pas encore le recul d'aujourd'hui. Tu vois, il s'est passé que 10 ans ou un peu plus, mais il n'y a pas encore ce recul sur les besoins en termes de crèche, etc., etc. Les EHPAD vont bien, encore relativement bien à l'époque, parce que la vague, tu vois, un peu l'effet, le livre notamment sur Orpea et tout, est arrivé un peu après. Ah ouais, on n'avait pas encore ce besoin d'attirer une population. Nous, on avait une liste d'attente et tout, il n'y avait pas de problème. Mais je me dis, ok, les enfants, c'est un sujet. Et je tente le coup une première fois, en me rapprochant un peu de la PMI, donc la PMI, c'est donc voilà, la protection des mineurs. C'est un peu les autorités concernant tout ce qui est enfance. Et nous, on a l'ARS au niveau des personnes âgées. Donc moi, j'avais du coup les deux mondes à rencontrer. Côté personnes âgées, l'ARS me dit, ok, pourquoi pas. Mais tu vas directement avec le projet de je veux faire une crèche. Je sais pas rien. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc? Voilà. Ouais. Et sauf que j'ai vite vu des grandes barrières.
notamment de la part de la PMI, donc plutôt sur la partie enfance, où on m'a dit non mais pas du tout, là vous dites n'importe quoi, merci monsieur, au revoir quoi. Ok. Et comme je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi, je dis bon bah j'ai dit une connerie, tant pis, je rentre chez moi et puis je retourne dans mon EHPAD fermé, et puis j'attendrai qu'il y ait des enfants qui passent gentiment pour voir des étincelles dans les yeux des résidents. Il se passe 2-3 ans, je viens au boulot en marche arrière, clairement. Ça me plaît pas et en même temps je me sens investi de cette mission parce que c'est familial, parce que j'ai envie au fond de moi d'y arriver. J'ai envie d'y arriver, mais à ce moment-là, j'ai pas mis du tout ma touche à moi et je suis attristé de juste avoir repris un bateau qui fonctionne et de le maintenir à flot dans juste de vérifier qu'il ne part pas trop à gauche ou pas trop à droite quoi. C'est pas très gratifiant humainement. Tu te dis bon là moi qui aime bien, tu vois, comme je te dis les valeurs, hein, c'était vraiment d'apporter quelque chose aux gens. J'avais pas l'impression d'apporter quelque chose et j'ai un coup de chance inouï dans ma vie, c'est que ma femme qui est médecin à l'hôpital de la Timone à Marseille, elle est chirurgien pédiatre, elle est appelée sur une mission d'1 an en Australie. Et donc là, bon, quand elle m'annonce ça, je lui dis bah ouais, bah merci, bah vas-y, tu sais quoi, on s'appellera quoi. Sauf que parce que je pensais pas pouvoir quitter mon boulot pendant un an, j'étais déjà directeur de l'EHPAD et tout, et en plus j'avais pas actuellement, à l'époque j'avais pas l'équipe que j'ai aujourd'hui. Genre maintenant j'ai une adjointe de direction et tout, on est là, c'était encore une petite structure quoi. Et mon père, génialissime, qui fait une décision incroyable dans ma vie à moi, me dit mais vas-y, tu la suis parce que c'est important, c'est ta femme, c'est son projet, c'est sa carrière. Nous on va trouver des solutions, moi je suis encore là, on va y arriver. Et du coup je me retrouve à quitter mon poste pendant 1 an et à me retrouver en Australie avec ma femme à Melbourne et à Sydney. On a fait 6 mois et 6 mois. Pas mal comme parenthèse. Pas mal comme parenthèse. Sachant que pour la petite histoire, ma passion c'est le ski alpin, mais c'est aussi et surtout le surf. Donc autant te dire que il n'a pas fallu me forcer longtemps. et donc l'anecdote qui a peut-être fait l'étincelle d'une partie de ma vie. On arrive à l'hôpital où bossait Alice, donc le Royal Children's Hospital of Melbourne, qui est quand même le truc, c'est l'hôpital, c'est un peu comme ici Necker. Ouais, ok. Ouais. Voilà, c'est vraiment les grandes entités. La référence de la santé. Ce qui est pour les enfants ouais. d'Australie, c'est là-bas. Voilà. On arrive, donc on met le GPS et tout, on arrive à l'hôpital et puis on dit attends c'est bizarre, on a dû se tromper, on arrive devant un truc de dingue quoi, magnifique, une déco de dingue, je vois des restaurants partout, des jardins, des enfants qui courent, mais tu vois, une salle de sport, je dis ok bon on s'est trompé, c'est pas là, et puis en fait on avance quand même et on capte, on voit écrit en gros Royal Children's Hospital, hein, et je capte qu'on est bien dans le bon endroit. Et je te la fais courte, mais en gros, on était dans un lieu ultra hybride, à savoir l'hôpital qui était la grande base, et tu avais plein de petites entités autour. Il y avait une crèche, il y avait une salle de sport, une salle de muscu, il y avait, je crois qu'il y avait un coiffeur. Enfin, il y avait plein de trucs qui d'un coup allégeaient vachement la vision hôpital uniquement. Ouais. Et moi, je ramène à moi parce que c'est intéressant dans mon approche, c'est que je suis moi un hypochondriaque de fou. Autant dire que je vois une blouse blanche, je tombe dans les pommes, tu vois. Et ma femme, ça fait 25 ans que je la connais, je suis jamais allé la voir à la Timone à Marseille parce qu'on est dans l'hôpital pur et dur qui fait peur. La blouse, le truc, il n'y a rien qui fait rire, qui fait plaisir ou qui peut laisser entrevoir un truc joyeux, quoi. Et bien là, je me suis retrouvé à aller manger avec elle 3-4 fois par semaine, et un coup c'était au resto machin, chinois, après c'était au truc, enfin tu vois là, dans le jardin, on était en confiance, et j'ai adoré ce sentiment que j'avais d'être dans un hôpital, de voir des enfants malades, parce que c'était quand même ça la réalité de l'endroit dans lequel on était, mais qui était vachement allégé par tout un autre monde, qui étaient des gens comme nous, qui allaient bien et qui venaient pour d'autres choses. T'as tout de suite fait le lien avec ou c'est à ton retour en France que t'as... D'abord, en tant que bon français, je dis bah tu vois, voilà, ils ont raison, on va venir habiter là, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous en France, on est nuls, on est fermés et tout. Et quand je suis revenu, je me suis dit bon, en fait, c'est quand même dommage de pas tenter le coup parce que finalement, j'ai vu quelque chose qui fonctionne. Est-ce qu'on tenterait pas, voilà, un truc à échelle
beaucoup plus petite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc? Et je me suis remis dans le projet de la crèche. Ok. Et là, c'est parti un peu plus en mode conviction, tu vois. J'ai fait appel à une boîte qui gère des micro-crèches. Donc, je suis tombé sur une boîte dont le patron est génialissime et avec qui on s'est super bien entendu. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux qu'on sorte nos enfants finalement de ce quotidien aussi, parce que on met nos vieux sous cloche dans des EHPAD, on met nos petits sous cloche dans des crèches, et j'extrapole un peu, mais en fait, à part les désociabiliser les uns des autres, on fait pas grand chose, quoi. Donc lui était aussi dans cette dynamique, tu vois. Et on a construit le projet ensemble. On est retourné voir la PMI avec un projet qui tenait la route. Ça a un peu plus matché, bien qu'on nous ait dit, alors oui, par contre, il faut mettre des cloisons épaisses comme ça. Les enfants et les résidents pourront se voir uniquement à tel et tel moment de la journée. Bon, c'est pas grave. On a vu une porte entrouverte, on a foncé, on s'est dit, après on verra comment on se lavera entre les règles, tu vois. Et donc, en même temps que ça, on s'est dit, bon, bah, dans ce cas-là, puisqu'on veut un nouveau projet, il faut aussi qu'on donne un coup de boost à la maison en termes architectural. Okay. Et donc, on est allé voir un archi. Au départ, on comptait faire juste une petite aile nouvelle. Et en fait, ça s'est terminé. On a barré, on a pété 80% du bâtiment et on a tout refait. Et donc là, moi, bah, c'est l'embellie parce que du coup, j'ai pu... avec l'archi, avec mon père, en équipe, avec la crèche, on a pu penser le bâtiment de demain en fonction de ce qu'on désirait. Et donc on est arrivé, je te fais avance rapide, il s'est passé 4 ans de travaux, de Covid et tout ça, pour qu'en 2021, notre nouvelle maison ouvre avec sa crèche au sein de l'EHPAD. Et en même temps, je me suis dit, il y a un truc qu'il faut changer avant tout, parce qu'il y a un mot qui fait plus peur que tout le reste, c'est le mot EHPAD. Et donc, pareil, dans cette mouvance, dans cette dynamique de projet de repenser les murs, de repenser la population, je me disais, j'ai besoin d'un fil conducteur. Et pour moi, mon fil conducteur, c'était l'appellation. Et en plus, voilà, on commençait, là, on était dans la vague, les EHPAD, c'est pas bien. On a eu des tonnes de médias qui ont prouvé par des vidéos horribles qu'il ne fallait pas mettre ses parents en EHPAD parce que c'était maltraitant, parce qu'on n'y mangeait rien. Tu vois, là, tout ce qu'on peut voir. Oui, un vrai problème de notoriété globale du secteur. Complètement. Je pense, et ça c'est mon humble avis, qu'on éduque les gens dans un seul sens, à savoir celui de attention aux EHPAD. Et en fait, si on fait ça, forcément qu'on ne va jamais inverser la tendance. Si tu dis ça c'est dangereux, on ne va pas y aller. Tu voyais les effets de ça, toi, sur le personnel, les résidents Ouais, complètement. Donc nous, on a toujours eu un côté petite association familiale, donc ça allait. Mais on a quand même tremblé de ça pendant quelques années. Surtout que, voilà, pendant les travaux, en plus, on a quand même, voilà, c'était pas très sexy, quoi. T'avais des trous, des murs qui montaient, d'autres qui tombaient, des grues, des trucs. Et ouais, les gens, tu sentais qu'ils n'étaient pas en confiance, quoi. Et voilà, donc moi j'avais besoin de ce fil conducteur qui était, on change le nom, et une fois qu'on aura trouvé le nom qui va bien, on se garde ce nom en mode, ça devient une philosophie pour nous tous, pour moi, manager, pour nos soignants, etc. etc. Ça m'a pris un peu de temps, j'avais maison en tête, parce que maison, c'est vachement logique quand même, tu vois, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté, on parle beaucoup de déracinement quand un résident rentre chez nous. Je me dis déjà, c'est con, hein, parce que ça peut être vu comme uniquement marketing et donc paillettes, tu vois. Mais en fait... Il y a une réalité derrière, quoi. Ouais, il y a une réalité. En tout cas, il faut qu'il y ait une réalité. Parce que c'est très facile de mettre un nom sur un portail et de faire croire qu'on est ça ou ça. Moi, je voulais qu'il y ait quelque chose derrière. Et donc, la notion de maison, elle m'apparaissait comme logique pour que la personne qui quitte son domicile aille dans une autre maison avec l'aspect chaleureux, l'aspect confort, famille, etc. Et il y a le à vivre qui m'est venu un petit peu après. J'ai dit, mais oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui me passionne, moi? C'est la vie. Je suis un passionné de la vie. Pourquoi? Parce que c'est génial. On a des moments de dingue à vivre tout le temps. De vie en société, de vie seule, de vie avec nos amis, avec les inconnus. En fait, je trouve la vie magique.
Et je trouve ça trop dommage de dire, sous prétexte que vous rentrez dans un établissement de fin de vie, parce que EHPAD, c'est établissement de fin de vie, c'est comme ça qu'on l'entend et qu'on l'imagine trop. Sous prétexte que vous êtes là, la vie s'arrête. Ouais. Exactement. On va se préparer uniquement à la fin de vie. Mais la fin de vie, ça veut dire quoi en fait? Est-ce qu'on n'est pas tous en fin de vie dès lors qu'on naît? Et en fait, ça veut rien dire. On est en fin de vie, ouais, mais s'il te reste, tu vois, nos résidents qui ont en moyenne d'âge 89-90 ans, et là, pour parler technique, théorie, etc., nos résidents passent en moyenne 3 ans chez nous. Parce que déjà, c'est énorme. Par rapport au reste du secteur Non, c'est la réalité, je pense, française. On est entre 2 et 3 ans d'espérance de vie. Alors, malheureusement, ça diminue parce qu'on a des effets où, comme les gens ne veulent plus venir en EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent de plus en plus tard, de plus en plus dégradés et donc de plus en plus proches, effectivement, de la fin de vie. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que des gens restent chez nous. Et même, je vais te dire un truc, même s'ils restent 2 semaines ou 2 mois, eh ben, ils ont 2 mois de vie encore. Et à nous de nous creuser la tête pour se dire qu'est-ce qu'on peut leur amener qui puisse encore les impacter positivement. Est-ce qu'ils ont le droit encore à ce bonheur de vivre? Ben ouais, je pense que oui. Et nous, demain, ça sera nous les vieux, en EHPAD peut-être, j'espère. En maison à vivre. En maison à vivre, merci. J'espère qu'on aura cette chance de pouvoir vivre encore des bons moments, tu vois. Donc voilà, j'ai eu ce truc. Donc 2021, tu mets en place cette crèche. Elle ouvre. T'accueilles combien d'enfants la première 14. 14 enfants. Ouais, 14. Et comment ça s'organise du coup? Vous avez des règles hyper strictes en termes de temps de. Comment est-ce que est-ce qu'avec le temps ça s'adoucit? Ouais, hyper intéressant. Alors j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 5 années là qui sont passées, notamment le fait que parfois on va te dire ne fais pas. Et quand on te dit ne fais pas, parfois, si tu es convaincu qu'il faut faire, ben je pense qu'il faut faire quand même. Et prouver, une fois que tu as fait, prouver que ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un peu le voyou, il faut slalomer entre les règles, parce que nous, oui, on nous a dit, par contre, voilà, les gars, vous faites une crèche dans l'EHPAD, nous, ça nous va, parce qu'il y a des besoins en termes de berceaux sur le secteur, donc ouvrez une crèche. Par contre, les interactions, allez-y mollo. C'était plus une crèche séparée de l'EHPAD que... J'étais pas du tout séduit par l'idée qu'on allait mêler des enfants à des vieux. Je dis vieux, c'est hyper bienveillant, je maîtrise ce que je dis dans le sens où au contraire, enfin, bref, mêler des enfants et des personnes âgées, pour la PMI, ça semblait compliqué et dangereux. Alors, pour le côté santé, notamment, parce que transmission de bactéries, de microbes, de machin, parce que le lieu, il est forcément pas adapté à un enfant, parce que tu as la table avec l'angle qui est pas arrondi, parce que le sol, il est pas souple, etc. etc. Donc, en fait, bien entendu qu'on n'a pas fait n'importe quoi non plus, mais on a réussi à passer entre les règles de tout ça et à prouver aujourd'hui que c'est bénéfique pour nos résidents. Mais ça, tout le monde le savait dès le départ, parce que en fait, on sait tous qu'un enfant qui passe devant un résident... Ouais, il n'y a pas de débat. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça marche et c'est OK avec ça. Par contre, là où on a eu un enjeu, c'est de prouver, et moi, ça, je ne pouvais pas le prouver à l'époque parce que je n'avais pas de recul, de prouver que c'était aussi bénéfique pour l'enfant. Et je dis que je n'avais pas de recul, mais j'en avais un, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, du fait que je suis quand même moi-même né dans un EHPAD. Et quand j'avais 2 ans, il n'y avait pas de crèche. Moi, je n'étais pas à la crèche. J'étais très souvent chez mes grands-parents qui habitaient dans la maison accolée à l'EHPAD. Et du coup, l'intergénérationnel, j'en ai fait toute mon enfance, quoi, sans savoir. Mais je l'ai très, très bien vécu. Et j'ai même encore des images aujourd'hui de moments hyper gratifiants pour un enfant, d'être attendu par des gens. Moi, c'était des résidents, mais ça peut être n'importe qui. Tu vois, c'est des gens quoi, qui étaient là et qui prenaient du plaisir à me voir. Et je me rappelle de ce sentiment d'être content de leur faire plaisir. Tu vois, j'allais gratter le gâteau à la cuisine et en même temps, il y avait une dame qui me regardait passer, qui souriait et tout ça. Donc, j'avais pas de chiffres à donner à la PMI, mais j'avais moi en tête, j'avais ça, tu vois, j'avais ce vécu, quoi. Et comment tu as réussi à leur montrer que du coup c'était... En fait, on a ouvert la crèche en respectant absolument la réglementation qu'on nous avait donnée, à savoir,
on ne peut pas les mêler de manière, comment je vais dire ça, pardon. Totalement autonome ou... Ouais, en fait, ça peut pas être comme ça, en mode allez, on y va maintenant, et puis on revient, et puis on repart tout à l'heure, tu vois. Il faut que ce soit très cadré, et il faut que ce soit sous forme de sortie. Et c'est là qu'il y avait une faille. Sous forme de sortie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une sortie à la crèche, moi j'ai mes enfants qui étaient dans une crèche classique, de temps en temps ils faisaient une sortie, en fait on nous faisait signer un papier en tant que parent, je sous-signais nanana, atteste que mon fils ou ma fille est ok pour sortir au zoo d'à côté, sous-signer machin. Et bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un document qu'on a fait signer à nos familles des enfants, comme quoi ils sont ok pour des sorties, mais de manière journalière. Donc ça veut dire que les parents... Ils sortaient tous les jours. Exactement. Donc ils sont OK avec ça. Par contre, on a conservé, et ça c'est tout à fait normal, les lois, les réglementations sur l'encadrement. Il faut un adulte pour 2 enfants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décroché de mon personnel à moi de l'EHPAD qui va aider l'équipe crèche à prendre des enfants, les amener sur la maison à vivre et puis créer la connexion entre les deux mondes. Tu vois. Ouais, OK. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est génialissime parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on a commencé à mettre le doigt dans le cercle absolument vertueux. C'est que du coup, le résident est content. L'enfant, donc on l'a vu, ça lui fait un immense bien aussi. Et avec maintenant un peu de recul, on assume clairement que c'est une bulle éducation pour eux. Donc il y a une bulle thérapeutique pour nos résidents, une bulle éducation pour nos enfants, parce qu'ils apprennent d'autres choses et ça leur fait du bien de sortir. Clairement, on ne va pas faire un dessin pour montrer qu'un enfant qui voit d'autres choses, notamment un public fragilisé, à qui il faut parler un peu fort et qu'il faut respecter, etc., ben, ça lui fait du bien. Et il y a un côté pour notre personnel, pour nos salariés qui est génial, parce que même eux, ça leur sort de leur quotidien, tu vois. Le lundi, c'est la psychologue. Le mardi, c'est l'hôtesse d'accueil. Le mercredi, c'est l'animateur, etc., etc. Et tous les jours, tu as un salarié qui stoppe pendant 1 heure son boulot d'aide-soignant, d'animateur ou quoi. Il va à la crèche, il récupère des enfants avec l'équipe crèche, il vient à la maison à vivre, il gère l'atelier avec les résidents. Ouais, ok. Et en fait, lui, il a passé 1 heure assis par terre à jouer aux petites voitures, alors que l'heure d'avant, il faisait des pansements, ou tu vois. Et c'est génialissime. Franchement, ça, c'est un truc de fou. Et en termes de fidélité au travail, tu vois, ça, maintenant que j'ai du recul, je peux le dire, ça marche vraiment bien, quoi. Donc du coup, voilà comment on a un peu, tu vois, contourné les règles. Et comment on a réussi à sortir nos enfants régulièrement et à générer un flux, je vais dire permanent. C'est 1 heure, 1h30 par jour. Et ça suffit, c'est génial comme ça. Ouais, ok. Voilà. Super. Et du coup, la crèche, un super projet. Et tu me parlais aussi de, finalement, une fois que tu as fait embrayer la machine, de mettre en place et d'ouvrir cette maison à vivre sur l'extérieur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc 2021, tu ouvres la crèche, on est aujourd'hui en 2025, je crois que tu as ouvert pas mal de choses depuis. Après, on est parti en vrille. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ouvert, mais aussi est-ce qu'il y a des projets finalement que tu n'as pas menés à bout Ouais, bien sûr. Des idées que tu as abandonnées en cours de route? Oui, parce que je suis un peu un hyperactif et j'ai des idées toutes les 30 secondes, donc c'est compliqué, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas marché aussi. Mais en fait, celles qui ont marché, c'est celles qui avaient du sens de manière très simple. Souvent, on me dit, vous avez innové. Non, on n'a pas innové. En fait, on est juste revenu, je pense, 50 ou 100 ans en arrière, époque à laquelle les gens vivaient peut-être beaucoup plus ensemble. Alors, je ne veux pas faire de philo ou de lancer un débat sur ça, mais je crois qu'aujourd'hui, on se désociabilise un peu tous, parce qu'on est tous sur nos téléphones, parce qu'on reste avec, tu vois, en fait, ça s'est vachement sectorisé, la vie. Et j'ai l'impression comme ça, qu'avant, les gens étaient beaucoup plus ensemble, beaucoup plus solidaires, etc. Et nous, on a ramené ça. On a ramené juste du monde auprès d'un public qui a besoin de ce monde-là. Et il y a un postulat quand même qui est important, c'est que pendant longtemps, on a essayé de sortir les résidents des EHPAD en faisant des sorties, que ce soit, je sais pas moi, au marché ou n'importe où, pour maintenir un lien social. Parce que ça, par contre, ça fait longtemps qu'on le sait, le lien social est très important, et le maintien de ce lien social participe au bien vieillir et au bien-être de la personne, bien sûr, de tous. Sauf que le cercle,
vicieux, c'est que on a vu que la population entrante chez nous, elle est de plus en plus âgée, de plus en plus dégradée, et donc de moins en moins autonome. Ce qui veut dire que sortir des gens aujourd'hui, ça devient quasiment impossible. On peut vraiment sortir avec des gens, ça va être 5 ou 6 résidents sur 90. Ça veut dire qu'en fait, et en plus, ça va être une fois de temps en temps. Donc le maintien du lien social, il est impossible dans ce sens-là. Dans ce cas-là, on inverse la tendance. On devient, nous, une place du village, et on fait venir le monde chez nous. Et c'est un peu ça le délire de la maison à vivre. C'est le changement de paradigme, quoi. Exactement. Vraiment, C'est-à-dire finalement, puisque eux peuvent plus sortir, amenons le monde à eux. Donc là, tu as amené les enfants. J'ai amené les enfants. Ça, c'était un peu mon expérience numéro 1, sans savoir à ce moment-là que, en fait, on allait devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, à savoir un lieu hyper ouvert sur tout le reste du monde. Et après, coup de chance pour moi, c'est qu'en 2021, quelques mois après le lancement de la crèche, la CNSA fait un appel à projet qui s'intitule « Un tiers-lieu dans mon EHPAD ». Ok. Et là, il lance un truc en mode « Dessinez l'EHPAD de vos rêves », qui serait donc un tiers-lieu. Parlez-nous de vos projets et il y aura, donc on choisira les meilleurs dossiers qu'on aidera à hauteur de jusqu'à 120 000 € d'aide, tu vois, pour lancer le projet. Nous, on voit ça, on se dit c'est génial, on a déjà la crèche, j'avais lancé un petit peu le restaurant et j'avais l'idée du coworking en tête, tu vois. Je dis bon, c'est génial, on y va, on tente le truc. On tente le coup, on gagne, donc génialissime, on est trop content et tout. Et pendant l'année 2022, on n'a pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que là, on a eu l'aide de la CNSA et de l'ARS d'ailleurs. Et on s'est mis à développer le projet coworking qui a marché hyper bien, relativement vite. On a eu un effet un peu de... en fait, c'est génial, on a comme un effet de mode. À Marseille, on a des coworkers qui viennent chez nous, tu sais, qui limite, ils font une petite story en mode « Ouais, je suis allé à l'EHPAD coworker ». Et il y a un côté mode, machin, mais tant mieux, c'est une mode hyper intelligente pour une fois. Hyper utile, donc allons-y. Vous accueillez combien de personnes en coworking Ça varie, mais on a une file active de 12 à 15 coworkers actuellement. Et des gens qui viennent, tu as des gens qui viennent une fois par semaine, des gens un peu plus, des gens un peu moins. Tu vois, c'est pas, on n'a pas encore... Et d'ailleurs, c'est vraiment l'enjeu. Je fais une aparté, mais c'est très important. Pour moi, l'enjeu, c'est de garder une balance qui soit logique, à savoir, le résident, il est chez lui, et on maîtrise les autres personnes qui rentrent et qui sortent. Demain, si tu as 30 coworkers et 80 bébés, on aura perdu, on aura perdu le fil et la logique du truc. Et ça, de thérapeutique et bénéfique, ça deviendra complètement mauvais, quoi. Il y a des interactions du coup entre les coworkers et les résidents. Comment tu organises ça? Du coup, tous les projets, le coworking par exemple, ont pour seul but de générer du lien entre les deux mondes. Okay. Ça veut dire qu'on a essayé de sortir tant que possible tout l'aspect financier. Donc le coworking est gratuit. Tu peux avoir des cafés offerts au bar, tu peux avoir une salle de réunion si besoin pour faire un rendez-vous, un truc. Donc, comme dans un cowork normal, tes imprimantes, tes machins. Et par contre, on va demander en échange de ce qu'on donne aux coworkers un petit peu de temps auprès du résident. Et c'est rigolo parce qu'au début, les premiers qui viennent, tu sais, ils arrivent en mode « Ouais, mais je dois faire quoi ?» et tout. Donc nous, on les aide, on a créé une petite fiche, tu vois, en mode « Qu'est-ce que t'aimes bien dans la vie ?» Tu vois, typiquement, t'aimes la voile, peut-être tu peux parler de voile avec Paul parce qu'il aime bien le bateau. Voilà, nous, on essaie de les accompagner. Okay. Et de les matcher. Voilà, de les matcher. Et en fait, après, ça va très vite. Et tu as ceux qui viennent la première fois, ils sont timides, et puis ils reviennent. Et à la fin, ils arrivent, ils font un check. Ah, mais c'est génial, c'est génial. On a quelques résidents quand même un peu mascottes, tu vois. Et en fait, voilà, on rigole trop, quoi. Les coworkers, ils arrivent, ils sont potes avec les résidents. Après, t'as le coworker sur son ordi, t'as le bébé qui passe sur son vélo, machin. C'est devenu un joyeux bordel, quoi, et ça fait du bien. Et il y a un mot que j'utilise souvent, c'est que ça crée du dérangement. Et ce dérangement, il est hyper bénéfique pour des résidents. Et c'est marrant, mais on s'est beaucoup interdit tout ce dérangement sous prétexte qu'une personne âgée, il faut parler doucement, il ne faut pas faire de bruit.
il faut pas trop la brusquer, tu vois, bouger trop vite, je veux dire, ça, voilà. Ouais. Et il faut pas trop, alors il faut qu'elle écoute de la musique des années 50, il faut du mobilier des années 12, et en fait, on se dit, finalement, ce dérangement qu'on génère, il est hyper bénéfique. Et pourquoi il serait pas bénéfique ? Moi, j'ai 2 enfants qui ont 9 et 6 ans, que j'aime plus que tout au monde, et quand ils sont pas à la maison, que j'arrive à la maison, qu'il y a le petit vélo de mon fils Joseph en plein milieu, d'abord, je m'embranche dessus et je gueule, et après, je dis, mais c'est génial, mon fils, il est là, tu vois ce que je veux dire ? Par l'objet. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que, donc, je plaisante, mais tu vois, ce dérangement qui fait finalement du bien, c'est qu'en fait, on parle de quoi ? On parle de vie, on parle d'enfants, on parle de joie de vivre. Et c'est génialissime. Donc ça fait du bien aussi à des personnes âgées, c'est logique. Et d'ailleurs, ce fameux objet là, le petit vélo, la petite cabane de princesse ou quoi, qui est là quand les enfants ne sont pas là parce qu'ils sont à la crèche, l'enfant il est quand même là par cet objet. Et c'est vachement important parce que tout ça, ça vient alléger le lieu. Et ça fait que quand toi tu vas arriver demain pour te renseigner pour ta grand-mère qui va devoir rentrer chez nous, tu vas arriver avec la boule au ventre. Parce que la vérité, c'est que c'est quand même dramatique, ce monde. On parle d'un lieu où, ok, là, on en rigole, tu vois, depuis tout à l'heure, en mode, c'est cool, on vit et tout. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a un côté dramatique. Et la famille qui vient accompagner son parent, tu sais, on dit souvent, on place un parent. C'est dur, déjà, ce mot, je vais placer ma mère. Waouh, c'est dur, quoi. C'est très dur. Je vais placer ma mère à l'EHPAD. C'est exactement ce qu'on dit. Allez. Bon, donc nous, on va lui dire, non, vous allez accompagner votre maman dans une maison à vivre. Bon, tu vois, voilà, encore une fois, la force des mots. Mais bon, ça suffit pas. Et le drame reste quand même un petit peu présent, voire beaucoup. Et donc, voilà, quand tu arrives chez nous, c'est un peu moins dramatique parce qu'encore une fois, tu as toute cette joie de vivre par les objets et par le monde en lui-même qui est là, qui règne et qui fait du bien aux gens. Et du coup, c'est rassurant aussi, tu vois. Moi, ce que je vois aujourd'hui, pour parler rapidement des curseurs qui montrent qu'on est dans le vrai, c'est que je vois des familles qui viennent beaucoup plus souvent qu'avant, qui restent beaucoup plus longtemps sur site, qui viennent avec leurs enfants. Donc le fameux petit qui venait à l'époque une fois de temps en temps, maintenant il vient tout le temps. Moi, les miens d'enfants, ils sont trop contents à la moindre grève. En plus, il y en a beaucoup en France. Donc, du coup, ils viennent au boulot. Il y en a une cette semaine, je crois. Oui, on l'a vu. C'est bon, c'est prévu. Ils viendront au boulot et ils seront contents parce qu'ils vont arriver. Mon fils, il va prendre le skate, il va faire du skate dans le restaurant. Ma fille, elle va faire du piano. Et en fait, c'est génial, quoi, tu vois. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que le curseur, la famille, elle est un peu rassurée. Celui-là, il est validé. Le curseur, le deuxième, qui est hyper important, c'est l'équipe. On n'en a pas encore parlé, mais l'équipe, moi, c'est mon moteur. Tu vois, c'est la base de tout. Sans l'équipe, tout ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, il a fallu embarquer aussi toute cette équipe, leur faire comprendre pourquoi on allait s'appeler Maison à Vivre, pourquoi ça n'allait pas être qu'un mot sur un portail, mais que je souhaitais que chacun mette en application une façon d'être qui soit Maison à Vivre et non plus EHPAD. Et tu vois, en fait, ça peut paraître juste une simple appellation, mais c'est pas vrai, c'est drastiquement différent si tu te mets en mode EHPAD ou en mode Maison à Vivre. Parce que si tu te mets en mode Maison à Vivre, ça veut dire que tu t'autorises tout un tas de trucs déjà, qu'on a parlé, le dérangement, la rigolade, on peut checker un résident, on peut lui dire tu, c'est quoi le problème ? Si ça lui fait du bien, non, une personne âgée, on lui dit vous. Non, en fait, si une personne âgée, si elle décide qu'on lui dise tu, on va lui dire tu. Surtout qu'on est à Marseille. Marseille, c'est quand même relativement chaleureux. Moi, j'ai la moitié des résidents qui nous demandent de leur dire tu et de les appeler par leur prénom, tu vois. Donc tout ça, c'est Maison à Vivre, tu vois. Et tu as eu des personnes dans l'équipe qui soit qui ont été réticentes, soit qui ont tout simplement pas réussi à faire ce passage là de EHPAD à Maison à Vivre. Ouais, j'en ai eu. Alors en plus, quand même, moi j'ai récupéré un beau paquet de salariés qui étaient là depuis très longtemps. Pour la petite anecdote, j'en ai qui m'ont porté, moi, tu vois, quand j'étais bébé. Donc ils m'ont eu dans leurs bras, quoi. Donc c'est assez dur aussi pour moi. Ça fait partie des difficultés que j'ai eues au départ. Quand je te disais que j'avais repris ce bateau, c'est qu'en plus, tu as des gens qui m'ont vu tout petit. Il faut gagner en crédibilité. Et gagner en crédibilité, si tu fais pas grand-chose d'innovant, c'est compliqué, quoi. Donc moi, ça m'a aidé aussi, tout ce projet. Mais c'est vrai que ces gens-là, on va dire les anciens, ils ont été un peu réticents parce que c'est compliqué aussi. On n'est pas habitué à ça.
Quand on te dit, on va vous mettre en plus de votre travail qui est dur, on va vous mettre des minots qui vont faire tout tomber, une école de musique qui va te faire le piano dans le salon pendant que l'autre il a la guitare dans le salon de coiffure, truc. Ils ont dit mais le mec il est fou quoi, il va foutre le feu à la maison et on va tuer tout le monde quoi. Et donc bon pareil, il a fallu montrer et les gens se sont ceux qui étaient pas en tout cas ceux qui étaient réticents, ils se sont greffés, ils ont compris le fonctionnement et là aujourd'hui j'ai 95% de la masse salariale qui est complètement connectée à cette façon d'être, qui est fière de faire partie de cette approche, tu vois. En termes d'impact, du coup, tu mesures que les personnes restent plus longtemps, il y a beaucoup moins de turnover, tu as des équipes qui sont plus stables qu'ailleurs, ça Bien sûr, c'est le deuxième curseur, donc après les familles qui viennent souvent et tout, qui est un peu une cible, hein, c'est les familles, l'autre cible c'est l'équipe, et encore une fois c'est un triptyque magique. L'équipe, elle est hyper fidèle. On a un turnover de 0. Voilà, donc c'est très simple et c'est pas du tout prétentieux ce que je dis là. C'est juste on est arrivé à ça et on aura peut-être à nouveau du turnover mais là aujourd'hui, on a stabilisé l'équipe. On recrute pas parce qu'on a que des CDI. On a un taux d'absentéisme qui est relativement ok. Parce que du coup, pareil, tu vois, les gens sont moins fatigués, parce qu'ils sont en forme, parce qu'ils sont heureux d'être là. Il y a aussi une notion d'entraide. C'est tout ça qui est génial. C'est que d'un coup, cette joie de vivre là, elle touche tout le monde. Et on a tous compris que, je sais pas, il y a une puissance de fou à être un peu plus heureux, un peu plus joyeux auprès de nos résidents. Et ça nous booste et ça limite plein de trucs en termes de risque pro et tout ça. Après, voilà, je ne vais pas dire que personne se fait mal, je ne vais pas dire que tout le monde est trop content. Si demain, l'État nous file 2 fois plus de budget pour réduire les ratios, de passer de 1 pour 10, qui est quand même énorme, un soignant pour 10, si on passe demain 1 pour 5, ça sera génialissime. On sera... Bon, mais l'État, pour l'instant, ne nous aidant pas trop, nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec nos petits outils, tu vois, pour arriver à un truc qui soit OK. Super inspirant, merci Laurent. Et puis on parlait un peu peut-être de projets qui n'ont pas vu le jour ou qui ont là on a évoqué le restaurant ouvert sur l'extérieur, l'école de musique, yes. Du coup le cowork, la crèche. Est-ce qu'il y a des choses qui soit se sont arrêtées en chemin, soit qui sont prévues pour la suite? Oui, il y a des trucs qui se sont arrêtés. Alors le plus gros projet qui n'a pas marché, mais je ne veux pas lâcher malgré tout, c'est un jardin partagé. En fait, on a un grand jardin de presque 1 hectare qui est pas trop accessible parce qu'on l'a laissé un peu à l'état nature, tu vois, c'est dans la campagne, il faut monter par une pente et tout, donc difficile. Et je m'étais dit, mais si on faisait plein de carrés de potager qu'on offre à nos voisins et qui viennent, tu vois, en plus on est dans un quartier à Marseille qui est quand même très urbain. Autour de nous, on a beaucoup d'immeubles qui ont limite même pas de balcon pour certains, donc les enfants ils s'amusent en bas avec pas grand chose. Je trouvais ça génial de leur offrir un petit carré de potager, de venir découvrir aussi les joies de venir récupérer leurs tomates et tout ça. Et ça n'a pas pris. Voilà, ça n'a pas pris. C'est-à-dire, vous l'avez fait, vous avez dit venez cultiver votre potager. Ah ouais, on s'est mis au max du truc. On a fait le truc, il y avait 20 carrés de potager, on a eu un peu de communication dessus. Et en fait, ça n'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas lâcher parce que je me dis qu'il y a un truc. Voilà, donc ça, c'est un projet qui n'a pas fonctionné, mais que je mets de côté. Pour plus tard. Voilà. Après, on a eu plein d'idées qui sont passées, mais qui sont même pas, En fait, dès que c'est pas une logique humaine, on l'a stoppé tout de suite. Tu vois. Ce qui nous plaît, nous, c'est quand il faut qu'on soit dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse du bien à tout le monde. Ça, c'est très important. Par exemple, l'école de musique. Il y a un bienfait pour le résident. C'est quoi? C'est que tu as un petit qui vient. Enfin, t'as plein d'enfants. Cette année, on a 50 élèves de l'école de musique. Voilà, donc c'est énorme. Ils sont pas tous en même temps, sinon on serait dans le... On respecterait pas l'équilibre. On a régulièrement des enfants, 1 ou 2 ou 3 qui viennent et qui vont jouer de la musique. Le concept, je te le fais très court, ils apprennent leur instrument en lieu semi-ouvert, donc on a plein de lieux qu'on a pensé pour ça, qu'on voit, mais qui sont quand même un petit peu un peu à l'abri du bruit, etc. Et à la fin du cours, ils vont faire leurs morceaux qu'ils ont appris devant les résidents. Tu vois. Donc par exemple, on a le petit Marcus le mercredi midi, il termine son cours, de midi à midi et quart, il va au restaurant, il s'assoit et il joue son morceau du ukulélé. C'est un truc de dingue, tu vois, c'est génialissime.
Et donc là où je veux en venir, pourquoi le cercle vertueux? Parce que le petit Marcus, il fait du bien aux résidents, et encore une fois là-dessus, on va pas débattre 100 ans pour prouver à quel point c'est cool d'avoir un petit qui vient jouer de la guitare pendant que tu manges, mais lui-même, on lui fait du bien, et on devient une école de musique hyper innovante sur un point précis, c'est qu'on apprend à nos enfants à jouer de leur instrument devant un public dès le départ, et régulièrement. Autrement dit, on leur amène à partager leur musique, qui est quand même le but ultime quand on joue de la musique, c'est de partager. On leur apprend ça dès le début. Alors qu'une école classique, elle va t'apprendre à jouer dans un local fermé, et à la fin de l'année, tu auras ton méga concert devant les 800 parents qui sont là, méga stress, et puis tu vas repartir pour un an tu vois, voilà. Donc il y a un enjeu qui est vraiment considérable pour le coup sur l'aspect apprentissage de la musique pour nos enfants. Et donc voilà, tous ces projets-là me passionnent parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a un but et un bienfait pour tous. Vertueux, voilà. Quand c'est pas le cas, généralement c'est des projets qui n'ont pas vu le jour parce qu'il n'y avait pas ce cercle vertueux possible. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Laurent pour ton témoignage. C'était hyper inspirant. Et puis, je pense que c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on veut raconter sur ce podcast, à savoir avancer en mettant des projets qui sont possibles, réalisables et qui ont un impact. Le cercle vertueux, on en a parlé, et ça a aussi un impact super positif pour l'équipe qui du coup est fière de travailler chez toi. Donc merci beaucoup, je suis ravi de t'avoir accueilli sur ce podcast. On a l'habitude de poser une dernière question qui est est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qu'on pourrait inviter sur ce podcast qui a mis en place quelque chose dans son établissement qui du coup a un impact positif sur les équipes, qui les rendent plus fiers de travailler? Ok. J'ai cru en comprendre que ta femme travaillait dans un... Oui. Alors, ma femme, ouais, pareil, on est très connectés sur ça, hein, forcément. Elle est chirurgien et ils ont beaucoup de problématiques aussi à l'hôpital. C'est l'hôpital public, la PHM. Et en fait, elle a créé une asso qui s'appelle Améliore, qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés et de leurs parents. Parce que la PHM, donc l'hôpital de la Timone, est très mal en point. Alors là, il y a un beau projet, ils vont restructurer un truc, mais n'empêche que pour l'instant, tu as des chambres où il n'y a même pas l'eau chaude, limite. Voilà, c'est vraiment très, très, très light. Du coup, elle a créé cet asso pour... voilà, on organise des courses de ski, plein de trucs. Et avec l'argent, elle arrive petit à petit à mettre de la musique dans les couloirs, à repeindre les chambres, etc. etc. Bon, ça, c'est ma femme, mais voilà, il y en a... c'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Après, alors, en établissement pur, j'ai pas de connaissance de quelqu'un, voilà, c'est pas que, voilà, enfin, j'ai pas quelqu'un à te citer comme ça. Moi, j'ai une personne qui de toute façon, je m'inspire de plein de monde. Ça, on l'a pas dit, mais je pense, seul, on n'est rien. C'est le cumul de toi, plus moi qui va faire quelque chose dans la vie. Et moi, j'aime beaucoup m'inspirer des autres. Et dans ce monde-là de l'humain et du soin, il y a quand même plein de gens bien. Et il y a une philosophe que j'adore par-dessus tout qui s'appelle Gabrielle Halpern, qui parle de l'hybridation. En 3 mots, c'est un peu ce qu'on fait. Et on s'est rencontrés au hasard lors d'un congrès voilà, sur ce thème-là. C'est de dire que finalement, un lieu peut être autre chose que ce lieu. Là, on a parlé d'un EHPAD qui peut devenir une maison à vivre pour, voilà, avec tous ces outils, mais ça peut être une école. Elle est fermée le week-end. Ben, pourquoi on ne fait pas des vide-greniers le samedi, des concerts le dimanche, etc., etc. Tu vois. Et donc, son concept, c'est d'hybrider tout ce qu'on peut hybrider. Et elle part du principe que finalement, ce mix entre plein de trucs qui ne sont pas forcément logiques au départ, tu vois, les pianos dans les gares, par exemple, c'est vachement hybride parce que c'est devenu maintenant la norme. On est habitué. Mais... Sauf qu'à l'époque, on ne te disait pas, ouais, t'as une gare, c'est pour aller prendre le train, qu'est-ce que vous foutez un piano au milieu, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, cette personne-là, moi, je la conseille à tout le monde parce qu'elle est géniale. Super, merci beaucoup pour le conseil. Bah ouais, et puis encore merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Merci. Et puis à bientôt à Marseille. Merci pour l'invite. Ouais, quand tu veux. Tu verras Coworking du coup. Ouais, bah oui, carrément, avec plaisir. Et je termine par un truc parce que je pense à ça en le disant, tu le mettras ou pas, mais j'aime bien cette. J'ai lu un truc récemment et du coup ça m'a interpellé. Comme quoi, souvent, les grandes idées sont passées par 3 étapes. D'abord, elles sont perçues comme une utopie. Ensuite, elles sont perçues comme dangereuses.
Et ensuite, elles sont perçues comme étant la solution. C'est rigolo, tu vois. Ça veut pas dire que toutes les utopies deviennent des solutions et pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais toutes les solutions sont passées par. Très souvent. Okay. Très souvent. Donc finalement, faut pas avoir peur d'être un peu utopique, de sortir un peu de ce qu'on peut apprendre dans les écoles, etc. Et de tenter le coup, quoi. Voilà, c'est juste mon mot de la fin. Ouais, lancez-vous. Lancez-vous. Merci Laurent. Merci beaucoup.